Peut-être que la notion d'appartenance n'a pas la même signification dans nos cultures. Elle est peut-être plus forte ou moins forte dans les États considérés. On peut avoir des traditions culturelles et politiques qui sont très favorables à la diversité dans un certain nombre d'espaces régionaux, et d'autres dans lesquels elle y est au contraire extrêmement défavorable. Et donc la situation de départ est très importante. Je rappelle que des politiques d'unicité et d'unité linguistique ne sont pas une fatalité. Il y a des systèmes politiques dans lesquels la diversité est une règle. Et ça a été une règle dans l'Empire austro-hongrois, par exemple. Ça a été une règle dans l'Empire romain. Je rappelle le décret de l'empereur Caracalla qui instaure tous les hommes libres comme citoyens romains, et ce, indépendamment de leur langue, de leur religion, de leur richesse, etc. Donc on peut comprendre que des formes d'État soient intrinsèquement favorables à la diversité. Donc ça, c'est la première considération. La deuxième considération, c'est que les dispositifs qui ont été construits en Europe, puisque nous venons d'Europe, peuvent être éclairants pour vous ou ne pas l'être. Peut-être faut-il réinventer tout le dispositif à partir de vos expériences, de vos ressources et de vos objectifs, ou peut-être parmi les dispositifs que nous avons, nous, élaborés, qui sont très différents entre eux déjà, y a-t-il des éléments qui peuvent vous épargner du temps, vous épargner des expériences et vous permettre de répondre au mieux à tout ceci. Dernière remarque, évidemment, les décisions se prennent au niveau politique, jamais au niveau technique. Et donc c'est vous qui êtes mobilisés, non pas en tant que spécialiste ou professionnel, mais d'abord en tant que citoyen qui élisez des gouvernements. Et je pense que ça, c'est très très important de jamais oublier que c'est d'abord les décisions des responsables politiques élus par les citoyens qui vont mettre en place les politiques. Et donc, n'oublions pas d'être citoyens avant ou en même temps que nous sommes universitaires ou spécialistes de la question. Ça marche? Oui, ça va, merci. Oui, j'apprécie ce que vient de dire Jean-Claude Béacourt, mais je voudrais souligner l'importance de prendre en compte des facteurs tout à fait liés au contexte et dans la dimension spatiale et temporelle. Je dois dire que, enfin, c'est mon sentiment, nous avons très mal géré les choses en Europe, il faut le savoir. Très très mal, particulièrement en France, où il y a des tensions sociales considérables qui viennent de l'incurie, du manque de continuité politique notamment. Je me permets de dire cela parce que j'étais responsable il y a une vingtaine d'années, maintenant un peu plus, d'un centre de formation migrants. On appelait ça d'un sigle, peu importe. Il n'y avait pas cette continuité politique. Il n'y a jamais eu cette continuité politique qui est nécessaire. Le premier point. Le deuxième point est que la situation économique et démographique sera déterminante. On n'a pas parlé d'économie, ou très peu, cet après-midi. Il s'est dit beaucoup de choses, je crois, intéressantes. Mais on n'a pas assez parlé du rôle déterminant des grands groupes industriels qui font venir des migrants. Je mets à part le côté, c'est l'aspect démographique, le côté mariage mixte. Je parle là de l'industrie qui fait venir des migrants comme une marge de manœuvre pour des politiques de salaire bas, d'exploitation
en termes horaires. En Corée, je vais dire chez nous, 70 heures de travail par semaine. Article dans la presse là-dessus. 70 heures de travail par semaine. Ça, on ne le prend pas en compte. Donc il faut chercher de ce côté-là à faire en sorte que les politiques fassent pression sur les industriels pour qu'ils prennent en charge une partie de la question. Nous avons sans doute de bonnes intentions, mais il faut aussi des moyens, et ce n'est pas aux contribuables japonais, coréens ou français de payer pour ce que font les industriels. À mon sens. 2 points. Pour être bref ensuite, Jean-Claude disait tout de suite, il faut vraiment organiser les liens entre les différents acteurs. Je pense qu'un lien est à opérer aussi entre la recherche, donc l'université, et les décideurs. Faire attention que nos recherches ne prennent pas l'allure de rêve, mais que nous soyons capables de présenter aux décideurs des projets faciles à mettre en œuvre ou clairs pour eux. Ils ne comprennent généralement pas. Dans les différents pays, c'est le même problème. Et enfin, la question des transferts de méthodologie me semble fondamentale. Et pour cela, il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Je donne un petit exemple. Je trouve que les bibliographies des articles spécialisés sur la migration, quel que soit le pays, la bibliographie est trop souvent limitée. On voit bien à travers la bibliographie que le chercheur a lu les auteurs de son pays plus un autre pays à la rigueur. Il n'y a pas suffisamment de circulation des idées dans ce domaine-là, et donc c'est aussi une incitation, pas un reproche, plutôt une demande que je fais aux gens qui réfléchissent, et vous en faites partie. Merci beaucoup. Oui, Michel. Michel. Oui. En ordre national, alors, de préférence nationale. Bien, moi je vais réagir un peu en contraste et en continuité avec mes collègues, tout en partageant ce qu'ils ont dit, pour la plupart de ce qui a été dit. Oui, c'est en tant que citoyen, comme tu l'as dit, qu'un certain nombre de leviers peuvent être actionnés. Ceci dit, j'ajouterais que les professionnels que vous êtes et que nous sommes de l'enseignement des langues, on va dire en général, des questions interculturelles, ont aussi une sensibilité, une expérience dont ils doivent faire écho auprès de la société. Et cela, pour nous, dans notre culture, c'est le chemin associatif, c'est-à-dire que c'est au sein d'associations que l'on alerte, en tant que spécialiste d'un domaine, de problèmes, disons, graves qui peuvent exister, par exemple, sur les questions de la migration. Et je vais faire une transition. Autant je partage ce qui a été dit sur la relativité des contextes, c'est-à-dire des différences qui existent. On peut même aussi s'interroger sur l'universalité des droits de l'homme. C'est quelque chose que l'on a le droit de faire, de se poser. Autant je pense que la souffrance des individus, elle, est universelle. Je veux dire par là que je suis tout à fait sensible à ce qui a été dit, par exemple, sur la Corée, et j'imagine ces enfants issus de ces familles, et je vois bien le lien avec ce que nous ressentons pour les enfants de migrants en difficulté, y compris d'équilibre psychologique, des enfants qui n'ont pas trouvé leur identité, qui n'ont pas trouvé le développement affectif auquel ils ont droit à l'intérieur d'une famille, d'une société, de l'école. Et ça, je pense que c'est frappant. Moi, je m'intéresse surtout aux enfants, vous avez pu le voir, mais il y a des problèmes, bien sûr, aussi avec les adultes. Et ce qui me frappe aussi, c'est la capacité avec laquelle les sociétés ignorent ces questions de souffrance, la capacité avec laquelle l'opinion publique majoritaire peut faire comme si elle n'existait pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Merci beaucoup. À qui
L'Europe d'abord, alors. Ou les francophones d'abord. Alors, on va passer à la Bon, d'accord. Merci. Heureusement, je suis francophone. Voilà, je viens d'évoquer notre situation actuelle, dans un certain sens. Donc moi, j'ai honte de le faire, mais de toute façon, il faudrait partir du contexte réel pour essayer de trouver des solutions. Depuis quelques années, je m'intéresse au sujet de l'éducation interculturelle développée en France. Alors pour commencer, j'ai traduit 3 livres déjà sur l'éducation interculturelle et maintenant je suis en train de préparer le 4e. Vous le savez, et bien que le contexte migratoire de ces 2 pays, par exemple la Corée et la France, soit considérablement différent, je crois qu'il me semble possible de tirer des leçons de la France, qui a une tradition d'immigration beaucoup plus longue que la Corée. Alors si j'ajoute un petit mot sur l'éducation interculturelle, toutes les sociétés deviennent de plus en plus multiculturelles. D'une façon générale, il y a 2 écoles qui essaient de gérer la société multiculturelle. D'abord, la conception plutôt communautariste des anglophones. Cette conception consiste à mettre chacun dans son ghetto. Mais comme vous pouvez imaginer, la Corée, surtout la Corée du Sud, c'est un pays fortement influencé par les Américains. Alors pour le problème de l'immigration, c'est la même chose. Alors on regarde les États-Unis pour essayer de trouver des solutions. Mais si on ne traduit pas du français en coréen, personne ne le sait. Voilà. Et ensuite, la conception assimilationniste de la France. Cette conception ignore la résistance des groupes culturels et la réalité de l'interaction entre eux. Enfin, la conception interculturelle. Cette conception constitue une 3e voie entre les 2 modèles précédents. Mais si vous le permettez, je vais vous résumer cette conception d'une manière très simple. Premièrement, le monde se réduit de plus en plus. Alors, nous vivons dans un village planétaire grâce au développement des moyens de transport et de la haute technologie, par exemple Internet. Deuxièmement, l'hétérogénéité devient la règle, non pas l'exception. C'est-à-dire, l'homogénéité culturelle fait place à l'interculturel. Donc, mais je suis tout à fait d'accord avec Jean-Claude Béacour pour dire que nous sommes tous quelque part ou quelque peu étrangers. Troisièmement, il s'agit d'apprendre la rencontre, non pas les cultures. Les connaissances culturelles sont des conditions nécessaires, mais ils ne suffisent pas, ce n'est pas une condition suffisante pour mener une rencontre interculturelle. Donc c'est la relation qui domine les connaissances culturelles. Quatrièmement, alors pour avoir une bonne relation, il faut qu'on sache mettre une certaine distance avec sa propre culture. Parce que chacun voit le monde à travers son filtre culturel. Et cinquièmement, comme la faculté de décentralisation n'est pas innée, il faut passer par l'éducation. Donc l'éducation interculturelle est une philosophie qui concerne toutes les matières scolaires, d'abord histoire, géographie, beaux-arts, les langues aussi. Donc à mon avis, peut-être c'est le moment de réfléchir ou bien de redéfinir les objectifs des langues étrangères en fonction des besoins de la société multiculturelle. Voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Et ensuite, on va passer la parole à Madame Reva. Merci.
Et donc, je vais présenter la situation allemande. Depuis 50 ans, on a ignoré le fait que notre pays est un pays d'accueil des immigrants. Donc aujourd'hui, je vous ai présenté un curriculum. Il y a des cours de formation d'enseignants. Et donc tout ça a été créé en 2005 ou 2007. Et donc, et vous devez avoir le code orange, les informations que vous avez eues aujourd'hui sur différents pays, et donc peuvent servir les éléments de réflexion pour vous. Et j'ai trouvé intéressant et, et et donc, au niveau des écoles, il y a des cas de ghettoisation. Et, et, et- et donc, il y a les problèmes d'immigration et la pauvreté sont des problèmes majeurs en ce moment en Allemagne. Et donc, pour le pays d'accueil, ce qui est important, ce qui est important pour le pays d'accueil, donc, quels sont quels sont les intérêts d'avoir des différents peuples venant de différents pays du monde. Par exemple, le plurilinguisme à l'école peut avoir quel rôle. Donc, il faut y réfléchir là-dessus. Et donc, l'introduction du plurilinguisme dans les curriculums de l'école sera intéressante. Madame Adati, s'il vous plaît. Et depuis 10 ans, je me suis intéressée avec Madame Matsuoka au pays d'Allemagne et je suis allée plusieurs fois en Allemagne et je constate que j'ai changé et comme le droit de l'homme ou les citoyens, ce sont des notions pour moi qui s'occupais de l'enseignement du japonais. Ce sont des notions plutôt abstraites pour moi. Et je considérais que c'était des notions abstraites ou plus directement, je ne me sentais pas concernée dans ces notions. Mais depuis 10 ans, j'ai rencontré beaucoup de personnes et j'ai réfléchi sur la question d'immigration. Et je me suis d'abord posé la question sur ce qu'est l'État. Et je n'en ai pas encore trouvé la réponse. Ensuite, je me suis posé la question sur le droit de l'homme et pour savoir que devaient être les immigrants. Ensuite, je me suis demandé ce que je pouvais faire en tant que professeur de japonais. Et donc, ce sont des réflexions que je continue à faire. Et donc, Madame Matsuoka, nous avons commencé ces études comme Madame Adachi a dit il y a 10 ans. Et heureusement, on a pu toujours obtenir des subventions. Et donc, le professeur Nishiyama a fait des études sur la France et nous, des études sur la Corée du Sud et l'Allemagne. Et nous sommes allés en Corée pour la première fois en 2005. Et donc, à l'époque, les Coréens disaient peut-être la législation japonaise est en avance par rapport à notre en ce qui concerne l'enseignement de langue. Mais depuis, la situation a complètement changé. Maintenant, les Coréens ont adopté différentes lois. Et donc, au Japon, on n'a vraiment rien fait. Ouais.
Et donc, moyen de communication, donc le japonais, hein, comment on peut transférer le japonais aux immigrants, aux résidents étrangers en tant que moyen de communication. Et, donc, langue commune et la société d'accueil, et ce sont des noms clés pour nous. Et donc, tant les immigrants et la société d'accueil doivent changer, évoluer. Et donc, le problème de communication se pose surtout de façon cuisante sur les personnes de la couche inférieure de la société. Et donc, pour la couche pauvre, en général, le problème de communication est quelque chose de très sérieux.